Cette publicité peut être simplement pertinente, c'est-à-dire à côté de l'information et en relation avec celle-ci. Voilà un blog qui parle d'un jeu et on a au-dessus la publicité en effet sur ce jeu, publicité graphique ici sur skyrock.com, ou encore une publicité textuelle, comme avec les liens sponsorisés de Google. La publicité peut aussi être un programme relayé par les utilisateurs, c'est la logique virale. Je prends ici le cas d'un des plus célèbres, c'est le spot Dove Evolution, qui dénonce la beauté artificielle et culpabilisante. Ce spot a eu 3 millions de visionnages le premier mois. C'était la 53e vidéo la plus vue sur YouTube à ce moment-là. Mais ce qui est intéressant, parce que ça je pense que beaucoup l'avaient vu, c'est qu'Internet n'est pas neutre. Il y a eu des centaines de parodies de ce spot. La plus fameuse de ces parodies a été faite par Greenpeace pour mobiliser l'opinion sur l'approvisionnement en huile de palme d'Unilever qui mettait, selon Greenpeace, en danger la forêt indonésienne. Conscient de ce problème, Unilever s'est engagé à remédier à la situation. Ce qui veut dire qu'avec un spot viral, finalement, on sauve une forêt. Rien n'est neutre sur Internet, rien n'est unilatéral. Votre expression est démultipliée, elle va être transformée, vous êtes renvoyé à la figure. C'est un peu comme dans la théorie du chaos, où on dit que le battement d'une aile de papillon peut devenir un ouragan aux multiples visages et conséquences. Un exemple du pouvoir du viral. Un message envoyé à 10 personnes, qui eux-mêmes l'envoient à 10 personnes dans la journée, permet de toucher 30 millions de personnes en une semaine. 7e réponse, être utile. La publicité traditionnelle, elle sollicite, elle recommande, elle aguiche, elle capte l'attention, mais ne sert strictement à rien. Sur Internet, nous l'avons vu, la publicité est plus efficace quand elle converse. Elle est aussi plus efficace quand elle est utile. La publicité était une interruption. Avec Internet, elle devient une solution. Nike, par exemple, avec son service Nike+, qui couplé à l'iPod permet d'enregistrer ses performances de jogging et les comparer à celles des autres, c'est vraiment utile. On va courir, après on branche son iPod, il y a une petite puce dans la chaussure qui est reliée à l'iPod, on branche l'iPod, on voit tous les gens qui ont couru, tout ce qui reste à courir, etc. Et c'est très motivant. Nike et Apple viennent d'ailleurs de rendre compatible l'iPod avec des équipements de salle de gym, ce qui veut dire que finalement, c'est une nouvelle utilité. Alors, est-ce que c'est de la publicité ? Qu'est-ce que c'est ? En tous les cas, c'est utile. Et ça fait certainement vendre des produits Nike et des iPods. Internet, à la différence des médias traditionnels, ce n'est pas un support passif dont on loue un petit morceau pour capter l'attention. Internet, ce sont des utilisateurs actifs de services en ligne. Internet, ce sont tous les nanoréseaux dont j'ai parlé. Il faut donc imaginer une publicité qui soit un service. Si on a affaire à des utilisateurs actifs, la publicité doit être active. Des services pour les utilisateurs, mais aussi des services pour les nanoréseaux. Le modèle publicitaire de la consommation passive des médias n'est pas adapté à l'utilisation active des services en ligne. Au lieu d'interrompre, de se coller à côté, de parasiter, etc., il faut comprendre ce que l'utilisateur est en train de faire. Et quand on a compris ce qu'il est en train de faire, il faut lui donner le moyen de faire plus facilement. Il faut l'aider à retoucher une photo avant de la mettre en ligne. Il faut l'aider à changer de police de caractère. Il faut l'aider à organiser un travail scolaire en groupe. Sur Internet, services et publicité se confondent. Et d'ailleurs, c'est le modèle des logiciels en version gratuite. Sur 100 internautes qui utilisent un service gratuit, un achètera la version payante plus élaborée. Donc ça veut dire que le gratuit fabrique du payant. Le gratuit ne tue pas du tout le payant. Et donc, on a le free qui fabrique du premium. Ce modèle-là s'appelle le freemium. Et ce qui est vrai pour les sociétés de logiciels l'est encore plus pour les marques traditionnelles, pour lesquelles la vente ne sera pas sur Internet, mais dans le monde réel. Une marque doit donc considérer Internet non pas comme un support, mais comme une opportunité supplémentaire d'accomplir sa mission. C'est-à-dire trouver la mission de la marque. Je vais prendre le cas le plus dur. On va prendre une marque de pneus. Comment servir sa mission sur Internet quand on vend des pneus dans le monde réel ? Bon. Eh bien, on peut dire que le fondamental de la marque, c'est qu'avec des bons pneus, on roule mieux. Rouler mieux. Voilà l'idée. Alors, la marque peut imaginer une petite application proposée sur les réseaux sociaux, qui fait que quand quelqu'un lance une invitation à une soirée sur son réseau social, l'application va mettre en relation l'adresse de l'invitant et celle de l'invité pour que parvienne à l'invité l'invitation plus un plan avec déjà son itinéraire calculé et imprimable.
Le logiciel qui connaît le parcours de tous ceux qui sont invités à cette fête va aussi pouvoir proposer du covoiturage, etc. On peut même imaginer que cette application va porter un petit lien avec une publicité pour une voiture. L'application publicitaire devient alors un centre de profit. La pub devient elle-même un support. L'application fait vivre la marque et sa mission sur Internet. Elle se fera connaître par le bouche à oreille et tout ça sera accéléré par la publicité parce que peut-être plusieurs constructeurs de pneus auront la même idée. Donc il faut vraiment faire le gros feu d'artifice derrière pour aider au système. Ainsi, la marque se retrouvera au cœur de l'expérience. La nouvelle expression commerciale sur Internet va s'amplifier dramatiquement, d'ailleurs, avec l'évolution des téléphones mobiles en terminaux Internet de poche. Il y a 3,3 milliards de téléphones mobiles en service, soit 3 fois plus que de PC. Un humain sur 2 a un mobile. Et il y a désormais 2 fois plus de mobiles que de télévision et 2 fois plus d'utilisateurs d'SMS que d'emails. Il a fallu 20 ans pour que le premier milliard d'humains s'équipe en téléphone mobile. Le second milliard a été équipé en 4 ans, le troisième milliard en 2 ans. Alors pourquoi je parle des téléphones mobiles? C'est parce que ces téléphones mobiles vont évoluer et devenir notre premier moyen d'accès à Internet. Le téléphone va servir de moins en moins à parler, mais de plus en plus à se connecter au net. Donc tout ce qu'on crée actuellement, il faut l'imaginer, le prolonger dans 2, dans 3 ans, quand l'accès sera mobile. C'est la révolution de l'Internet mobile. Les 7 fondamentaux de la publicité sur Internet, qui sont nécessaires dans le monde PC, ces 7 fondamentaux de la publicité dans le monde PC et de la communication des marques quand on veut vendre quelque chose, sont vitaux, essentiels dans le monde PC, vital sur l'Internet mobile. Parce que dans l'Internet mobile, non seulement on a déjà la pression du choix infini du net, mais en plus, on a la mobilité qui fait une pression parce qu'on a tout son environnement autour de soi. En plus, l'écran est plutôt petit et il sera toujours plus petit que le grand écran. Donc on a la pression du choix, la pression de l'environnement, la pression du petit écran. Donc il faudra de plus en plus être pertinent. On ne pourra plus se permettre de faire de la publicité comme on fait aujourd'hui dans un environnement à haute pression. Donc la contrepartie de cette règle du jeu encore plus dure, c'est qu'il y a un nouveau saut de productivité qui va se produire. Le terminal de poche va relier en permanence son porteur au réseau. Bon, ça veut dire que finalement, on devient soi-même un nœud du réseau, ce qu'on appelle un node, et ce node mobile échange sans cesse des informations avec l'environnement. Environnement qui, dans le même temps, va se doter de toutes sortes de capteurs, d'émetteurs, de récepteurs pour pouvoir échanger avec ces terminaux. Le réel va intégrer le réseau. Alors, qu'est-ce que c'est un mobile qui détecte son environnement? Ce qui n'existe pas véritablement actuellement. Vous entrez dans une salle de réunion. Le mobile se met automatiquement sur vibreur parce qu'il y a quelque chose dans la salle de réunion qui lui dit de se mettre sur vibreur. Mais le téléphone aussi analyse votre voix, votre démarche. Et donc, ce nouveau champ d'application, qui est la captation d'informations par les téléphones mobiles, s'appelle le reality mining. Vous avez aimé le data mining, vous adorerez le reality mining. Le téléphone est déjà essentiel. C'est un des rares objets sur lequel on retourne sur ses pas quand on l'a oublié à la maison. Et phénomène important, pour la première fois, il y a une étude qui est régulièrement faite. On demande aux gens si ils perdaient ou si on leur volait un objet, ils ont le choix, soit on leur vole, soit ils perdent leur téléphone mobile ou leur portefeuille. Pour la première fois cette année, les gens préfèrent perdre leur portefeuille que perdre leur mobile. Avec l'Internet mobile, donc, on va passer d'essentiel à vital. Et cet Internet mobile va propulser les réseaux sociaux vers des nouvelles hauteurs. Même la presse financière anglo-saxonne le dit. Le logiciel des réseaux sociaux sera l'interface de ces terminaux mobiles. Qu'est-ce qui va remplacer le carnet d'adresses, qui sera un truc complètement archaïque? Qu'est-ce qui va remplacer la liste des contacts? Ça sera finalement une interface issue du réseau social parce que cette richesse, vous la voudrez sur votre terminal mobile. Le réseau social sera l'interface préférée de communication interpersonnelle et donc, toute la communication qui va être imaginée, tout ce qui va être fait sur les réseaux sociaux va se prolonger demain avec encore plus d'efficacité sur les terminaux mobiles.